Salut les quatrièmes, moi c'est Laurent, le cousin de Madame Buffle, coach sportif et coach grammatical. Bon, parlons peu, parlons bien. Je suis pas teubé, vous êtes pas teubé, donc c'est quoi ces histoires? Oui, la subordonnée c'est compliqué, oui, la grammaire c'est nul. Ah, on est des winners ou pas? Donc déjà, vous vous enlevez les mauvaises ondes et puis les pensées négatives. De 1, ça avance à rien, de 2, ça constipe. Donc là, on gaine la sangle abdominale, on gaine les méninges, on sort les gants de boxe, on maintient bien sa garde, la subordonnée principale, uppercut, la relative, crochet du droit, et la subordonnée esquive, kick dans... Laurent! Ah ouais, pardon. Ouais, c'est bon, vas-y, laisse tomber, je m'en occupe. Bon bref, vous avez compris. Alors ils m'ont chauffé là, je vais me faire un petit fractionné en récitant les subjonctifs. Ouais, voilà, très bonne idée. Allez les petits choux de Bruxelles, on reste focus, et on n'oublie pas, grammaire is the new fitness. Bonjour les quatrièmes et bienvenue dans cette séance de gymnastique mentale où on va boxer la subordonnée. Alors pour cette séance, vous aurez besoin de votre cahier d'activité à la page où on s'était arrêté sur les subordonnées et donc vous allez aller à la page 46 de votre cahier d'activité. Si votre mémoire est bonne, et j'espère que oui, vous n'êtes pas sans savoir que avant les vacances, vous étiez censé avoir fait quelques petits exercices qu'on n'a pas eu le temps de corriger suite aux événements du concours d'éloquence. Alors aujourd'hui, dans cette séance, on va prendre le temps de revenir sur la correction de ces exercices-là. Donc, on est à la page 46. C'est la fiche numéro 25 sur la proposition subordonnée conjonctive. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Non, normalement, oui. Donc, je vous rappelle que la proposition... Donc une proposition, c'est un groupe de mots dans une phrase complexe où il y a un verbe. Elle est subordonnée parce qu'elle dépend d'une principale. Elle est reliée à la principale avec un mot subordonnant. Le mot subordonnant, ça peut être que, parce que, bien que, quand, comme, si. Et puis là, ici, elle est conjonctive parce qu'elle complète directement le verbe. Et donc on dit qu'elle est complétive, qu'elle est COD puisqu'elle fonctionne comme un COD. Alors les exercices 1, 2 et 3 de la page 46, vous êtes censés les avoir faits. Je ne vais pas vous demander de me les envoyer puisqu'on va faire la correction maintenant ensemble dans cette vidéo. Par contre, je vous conseille vivement, si vous ne les aviez pas faits, de faire pause maintenant, de vous prendre 10-15 minutes pour les faire et ensuite suivre la correction. Là, c'est vous et votre conscience, c'est-à-dire qu'écouter la correction si vous n'y avez pas réfléchi avant, ça aura pas grand intérêt, mais ça, je ne serai pas derrière vous pour vérifier, donc c'est à vous d'être grand et de vous autodiscipliner. Alors, on reprend quand même le petit point de leçon pour se rafraîchir et se remettre en mémoire tout ça, et ensuite passer à la correction des exercices. Donc, dans le petit encadré orange, on vous parlait donc des propositions subordonnées conjonctives et on vous expliquait qu'elles sont introduites par la conjonction de subordination que et qu'elles sont COD. Donc les subordonnées conjonctives complétives, elles ne sont introduites que par le mot subordonnant que. C'est le seul mot qui peut les introduire et elles sont considérées comme des COD. COD, complément d'objet direct, donc c'est le complément qui est tout de suite derrière le verbe et qui répond à la question qui ou quoi. Par exemple, je veux une pomme. Je veux quoi? Une pomme. Ici, une pomme est donc le COD. COD, c'est une fonction. Une pomme, comme nature grammaticale, c'est un groupe nominal. Vous avez le déterminant une plus le nom pomme. D'accord? Par contre, quand vous dites « je veux que tu manges une pomme », je veux quoi? Que tu manges une pomme. Que tu ne manges une pomme est toujours COD, c'est toujours sa fonction. Par contre, au niveau de la grammaire, c'est plus du tout un groupe nominal. Que tu manges une pomme, c'est une proposition subordonnée parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant. Et c'est une proposition parce qu'il y a un verbe conjugué, tu manges. Ça, on en avait déjà parlé avant les vacances. Ça devrait être clair. Si ça l'est pas, sur Learning Apps, vous avez des activités que vous pouvez faire sur la subordonnée et vous remettre tout ça en tête. Deuxième chose qu'on vous dit dans ce petit encadré, leur mode varie selon le verbe compléter. Et c'est là où cette leçon va être très importante parce que parfois vous allez devoir utiliser un certain mode et parfois un autre mode. Donc là, on se concentre bien. Après certains verbes, vous allez utiliser le mode indicatif. Après des verbes de déclaration, par exemple, dire, affirmer, expliquer. Il dit qu'il est venu. Il est venu, c'est du passé composé. Ça fait partie du mode indicatif qu'on a déjà travaillé ensemble. Vous avez aussi l'indicatif derrière des verbes de penser, comme penser, juger, estimer, croire. Il estime qu'il a bien travaillé. Même chose, il a bien travaillé, c'est du passé composé, c'est de l'indicatif. Par contre, certains verbes sont suivis du subjonctif. Par exemple, les verbes de volonté. Vouloir, souhaiter, désirer. Il veut que tu viennes.
Et oui, on ne dit pas il veut que tu viens, ça c'est pas français, c'est bien il veut que tu viennes, il veut que tu fasses, il veut que tu prennes, il veut que tu ailles. Alors le subjonctif, vous l'utilisez spontanément depuis que vous parlez français, ou en tout cas depuis vos 8-9 ans minimum. Donc vous le faites naturellement, donc faites-vous confiance. Utilisez pour être sûr des verbes que vous conjuguez toujours au subjonctif, par exemple fasse. Vous dites bien, il faut que je fasse mes devoirs. Vous dites pas, il faut que je fasse mes devoirs. Il faut que je prenne le bus. Vous dites pas, il faut que je prenne le bus. Bon, bah, que je fasse, que je prenne, ça, c'est le subjonctif. On en reparlera de vive voix en classe. On fera une leçon là-dessus. S'il y en a que ça intéresse et qui veulent un petit peu plus anticiper et bien comprendre, je vous mets des activités dessus sur Learning Apps. Il y a une petite vidéo d'explication et puis vous avez 2-3 exercices d'application. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est pas obligatoire là pour cette séance. Mais par contre, vous pouvez très bien aller faire un petit tour quand vous avez un moment, ou même là faire pause et aller voir. Ça prend pas des heures et ça vous permet de vous le mettre en tête. Mais vraiment, vous le faites spontanément, naturellement, donc faites-vous confiance. Autre verbe suivi du subjonctif, les verbes qui expriment le doute. Par exemple, douter. Il doute que tu sois prête. Donc le verbe douter, ça exprime le doute. Mais par exemple, quand vous dites « je ne pense pas », je ne pense pas, ça exprime également le doute. Et donc je ne pense pas est suivi du subjonctif. Je ne pense pas qu'il vienne. Et enfin, le subjonctif est utilisé après des verbes qui expriment la peur. Par exemple, craindre, redouter. Il craint que tu perdes, c'est comme il a peur que tu perdes. Donc ici, subjonctif. Donc vous voyez que la différence entre l'indicatif et le subjonctif, c'est pas vraiment des constructions grammaticales, c'est vraiment au niveau du sens. L'indicatif, c'est le mode du réel. Quand vous utilisez les 8 temps de l'indicatif, présent, imparfait, passé simple, futur simple, passé composé, plus que parfait, futur antérieur et passé antérieur, c'est des choses réelles qui se sont passées, qui se passent ou qui se passeront. Quoi qu'il arrive, c'est dans l'ordre du réel. Alors que le subjonctif, ça exprime des choses qui ne sont pas chronologiques, ou en tout cas qui ne sont pas soit passées, soit qui se passent, soit qui se passeront. Par exemple, quand vous dites « je veux que tu viennes », le fait de venir, on ne sait pas si ça va se réaliser. Ça ne se réalise pas maintenant, ça ne s'est pas réalisé avant. Alors que quand vous dites « demain tu viendras », ça va se faire, c'est du futur. Mais je veux que tu viennes, ici, ça exprime une volonté, ça exprime un souhait. Vous voyez que le mot subjonctif ressemble au mot subjectif. Quand quelque chose est subjectif, c'est quand c'est personnel, quand c'est une émotion, quand c'est un ressenti. Bah, ce mode-là, quand on l'utilise spontanément, c'est parce que ça exprime ça. C'est quelque chose qui n'est pas dans le réel, qui est de l'ordre du souhait, des sentiments, de la volonté, de la peur, du doute, etc. Alors on y va pour le premier exercice que vous deviez faire pour déjà avant les vacances. On vous demandait de délimiter les propositions subordonnées conjonctives COD et de souligner les verbes qu'elles complètent. Et ensuite vous deviez préciser le mode des verbes de chaque proposition subordonnée. On y va pour la première phrase. Il désire que son roman serve de témoignage. Donc ici, on se pose la question pour trouver le COD. Il désire quoi ? Que son roman serve de témoignage. Donc ici, la subordonnée, c'était bien tout l'ensemble, que son roman serve de témoignage. Et puis ici, le verbe serve, c'est le verbe servir qui est au subjonctif. Deuxième phrase. Il craint que le manque d'instruction soit préjudiciable au peuple. Il craint quoi ? Que le manque d'instruction soit préjudiciable au peuple. Donc là, de nouveau, la subordonnée, c'est tout le groupe. Et puis, soit, c'est le verbe être au subjonctif. Troisième phrase, le romancier comprit que son roman allait être un succès. Le romancier comprit quoi ? Que son roman allait être un succès. Donc tout ça, c'est la subordonnée. Et puis ensuite, allait, c'est quel temps ? C'est de l'imparfait de l'indicatif. Et enfin, quatrième phrase, Victor Hugo raconte dans ses romans que le peuple connaît la misère. Victor Hugo raconte quoi dans ses romans ? Que le peuple connaît la misère, et donc ici c'était ça votre subordonnée, que le peuple connaît la misère, et connaît c'était donc bien de l'indicatif. Vous voyez que là c'était un exercice assez systématique, et à chaque fois j'ai bien posé la question, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez pour être sûr de bien repérer à chaque fois votre subordonnée conjonctive, complétive, donc COD. Exercice 2. On vous demandait de remplacer les groupes de mots en gras par une proposition subordonnée conjonctive COD au mode qui convient. Donc là, entre l'indicatif ou le subjonctif. On y va. Première phrase. Le prince Prospero croit-il avoir défié la mort rouge ? Et ici, ça devenait le prince Prospero croit-il qu'il a défié la mort rouge ? Ici, derrière croire, on garde de l'indicatif. Et donc ici, on a du passé composé, il a défié. Deuxième phrase. L'horloge annonce la venue du spectre.
ça devient « l'horloge annonce que le spectre vient ». Ici, le nom « venu » se transformait en verbe « venir ». Et on garde l'indicatif puisque annonce, c'est du déclaratif, donc c'est indicatif. Troisième phrase. Les invités ne croient pas à la réalité de la mort rouge. Les invités ne croient pas que la mort rouge soit réelle. Et donc ici, on a bien du subjonctif parce que c'est ne croit pas. Donc c'est le doute, donc subjonctif. Et enfin, quatrième phrase. Le prince redoute le pouvoir de destruction totale de l'épidémie. Le prince redoute que l'épidémie puisse tout détruire. Et donc ici, il fallait bien mettre le verbe pouvoir au subjonctif également, puisque derrière redouter, c'est la crainte, donc la peur, donc le subjonctif. Et enfin, exercice 3. Vous deviez ici compléter ces phrases par une proposition subordonnée conjonctive COD et surtout indiquer entre parenthèses le mode employé. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de vérifier que vous avez bien utilisé le bon mode. On y va pour la première phrase. Le magistrat déclare. Vous avez déclare, verbe déclaratif, donc vous avez forcément de l'indicatif. Par exemple, le magistrat déclare que le prévenu est innocent. Verbe être à l'indicatif. Deuxième phrase. L'avocat estime-t-il. Ici, estimer, ça exprime la pensée, donc on est de nouveau dans de l'indicatif. Ce qui va donc donner... L'avocat estime-t-il que son client peut être innocenté. Troisième phrase. Les juges refusent. Ici, refuser, ça exprime la volonté. C'est comme ne pas vouloir, c'est le même sens, donc on va forcément avoir ici du subjonctif. Par exemple, les juges refusent que la séance soit publique. Et enfin, quatrième phrase. Le prévenu craint. Craint, le verbe craindre, donc avoir peur, donc subjonctif, vous avez compris. Ce qui va donc donner, le prévenu craint que sa peine ne soit alourdie. Bien, j'espère que ces 3 exercices ont été clairs pour vous. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que parfois, dans certaines subordonnées conjonctives COD, donc conjonctives complétives, il faut que vous utilisiez le subjonctif. C'est des choses que vous faites assez spontanément, assez naturellement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le subjonctif, ça exprime vraiment ce qui est de l'ordre du ressenti ou du doute. Alors maintenant, vous allez devoir, dans cette séance, continuer ces exercices sur les conjonctives complétives avec la suite des exercices qui vous est proposé. Je vais lire avec vous les consignes et puis vous ferez pause après pour faire vos exercices. On y va. Donc on est en haut de la page 47 et je lis avec vous le petit encadré orange. Attention à ne pas confondre les propositions subordonnées introduites par que, qui sont des conjonctives COD qui complètent un verbe. Je sais quoi que tu parles anglais. Ici, que tu parles anglais, c'est le COD du verbe savoir. Et à ne pas les confondre avec les propositions subordonnées relatives qui, elles, complètent un nom, un groupe nominal ou un pronom. Par exemple, le discours que tu prononces est apprécié. Que tu prononces, ça vient compléter le discours et ici, le discours est un nom. Donc ça, on avait déjà parlé en classe avant les vacances, il faut toujours vous poser la question de qu'est-ce que le mot « que » vient compléter. Est-ce que ça complète un verbe, auquel cas c'est une conjonctive. Conjonctive, c'est le mot technique pour dire que ça complète un verbe. Je sais que c'est relou, mais il faut vous en souvenir, c'est comme ça, il faut l'apprendre. Ça va vous suivre jusqu'à la fin de votre scolarité. Le mot technique pour dire que ça complète un verbe, conjonctive. Par contre, si ce mot « que » complète un nom, à ce moment-là, on dit qu'elle est relative. Ça, pareil, c'est le mot technique qu'il faut apprendre. Quand vous avez une subordonnée qui complète un nom, on dit qu'elle est relative. On y va pour la mise en application. Exercice 4. On vous demande d'indiquer tout d'abord la classe grammaticale des mots soulignés, le type de chaque proposition subordonnée entre crochets. Ici, c'est vraiment la mise en application de l'encadré juste dessus. Donc, est-ce que le mot qui est souligné est un verbe ou un nom? Et donc, est-ce que ensuite la proposition est une proposition conjonctive ou une proposition relative? Exercice 5. On vous demande de placer entre crochets les propositions subordonnées introduites par que, puis d'entourer les mots ou groupes de mots complétés par les propositions subordonnées, puis de souligner en bleu les propositions subordonnées relatives et en rouge les conjonctives. De nouveau ici, on met en application le petit encadré orange. Donc ici, vous devez repérer toutes les subordonnées introduites par que. Comme d'habitude, vous les mettez entre crochets, donc vous commencez avec que et vous terminez là où la subordonnée se termine. Vous entourez ensuite le mot que cette subordonnée vient compléter. Est-ce que ça complète un verbe ou un nom? Donc vous l'entourez, donc a priori, il se situe avant.
Et suite à ça, vous allez donc pouvoir souligner en bleu les relatives. Si vous avez entouré un nom, ça veut dire que la subordonnée est une relative, donc vous la soulignez en bleu. Si vous avez entouré un verbe, que la subordonnée complète un verbe, à ce moment-là, vous soulignez la subordonnée en rouge puisqu'elle complète un verbe et qu'elle est donc conjonctive. Exercice 6 pour compléter tout ça. Donc là, c'est un exercice vers le brevet, c'est-à-dire que là, on va vraiment mettre en application dans un texte la leçon qu'on vient de voir. C'est le type de question que vous pourrez être amené à avoir au brevet l'année prochaine. On n'est pas sur du niveau brevet, mais c'est pour vous montrer la façon dont ça peut se passer. Donc on est dans un extrait de Guy de Maupassant, que vous connaissez maintenant avec la parure. Et on y va, je vous lis l'extrait. « Bientôt, les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Je crus qu'un être ou qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballottée comme au milieu d'une tempête. J'étais comme ensevelie jusqu'à la ceinture dans une nappe de coton d'une blancheur singulière, et il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque, que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. » Dans un registre assez fantastique, un peu qui fait peur. On en reparlera ça dans la suite de l'année. Alors ici, première question, on vous demande de placer entre crochets les propositions subordonnées conjonctives COD et de dire quel univers est-ce qu'elles présentent. Donc déjà, pour repérer ces propositions-là, il faut que vous repériez les mots subordonnants, et ça, vous le savez maintenant, vous devez repérer seulement les mots subordonnants qui sont que. Donc il n'y a pas d'autres mots pour introduire une conjonctive COD. Donc là, il faut que vous retrouviez tous les que. Attention, les que qui complètent un verbe, d'accord? Parce que si ça complète un nom, c'est une relative. Donc là, vous repérez tous les mots subordonnants qui complètent un verbe et qui sont seulement sous la forme QUE. Et du coup, la question 2 va en lien avec cette première question. On vous demande de souligner les verbes dont elles sont compléments et qu'expriment ces verbes. Donc là, retrouvez finalement le verbe qui est complété. Et donc, qu'est-ce qu'ils expriment? C'est quel sentiment, quelle vision. Alors question 3, c'est une question un petit peu plus d'interprétation. On vous demande d'où vient le fantastique, mais ça c'est forcément en lien avec les questions 1 et 2. Alors le fantastique, je vous dis ce que c'est parce qu'on l'a pas encore vu en classe, c'est tout ce qui est surnaturel, d'accord? Donc d'où vient le surnaturel en tout cas, c'est quel passage de phrase, quel morceau de phrase nous permettent d'avoir un côté surnaturel. Faites le lien avec le cours qu'on vient de faire. Et puis la dernière question, on vous demande de recopier une proposition relative introduite par que. Là, on vous dit bien de la recopier, donc vous devez en retrouver une dans le texte. Vous ne devez pas l'inventer, vous en retrouvez une dans le texte. Bien, donc là, vous avez fait toute une batterie d'exercices sur les propositions subordonnées conjonctives, COD, qu'on appelle aussi complétives. Donc les propositions subordonnées qui complètent un verbe, parce qu'elles sont conjonctives, et qui fonctionnent comme des COD, donc elles sont complétives. Vous allez pouvoir enchaîner sur les autres catégories de subordonnées conjonctives. On va enchaîner sur 2 catégories. Ici, ça va aller beaucoup plus vite, vous allez voir. C'est les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles, qui vont donc exprimer une circonstance. Et là, elles fonctionnent comme des compléments circonstanciels, d'accord? Souvenez-vous, j'avais donné cet exemple. Par exemple, quand vous dites « le matin, je me lève », le complément circonstanciel, c'est « le matin ». D'accord? Ça vous dit quand est-ce que vous vous levez. Ici, le matin, c'est un groupe nominal. Mais quand vous dites « quand mon réveil sonne, je me lève », quand mon réveil sonne, c'est aussi un complément circonstanciel. Mais ici, c'est pas un groupe nominal, c'est une proposition. Et elle est proposition subordonnée parce qu'elle est introduite par le mot subordonnant « quand ». D'accord? Donc là, on est aux pages 48-49. Je ne vais pas lire tous les exercices avec vous. Par contre, je vais lire les petits encadrés en orange et ensuite les exercices sont à faire pour les 2 fiches. Donc la fiche 26 et la fiche 27. Donc ces fiches 26 et 27 sont à commencer maintenant si vous en sentez le courage et que vous êtes à fond dans ce que vous faites, mais elles seront à faire pour vendredi prochain. Nous les corrigerons vendredi prochain. Je vous les donne aujourd'hui pour que vous puissiez commencer à les faire et vous organiser dans votre semaine, mais vous n'êtes pas obligé de me les envoyer. Ce que vous devez m'envoyer, je vous rappelle, c'est donc la suite des exercices sur la fiche numéro 25, et ça, il faut que je l'ai ce soir avant 17h. Donc à chaque fiche correspond une circonstance. On va d'abord commencer avec la fiche numéro 26 sur les propositions subordonnées, conjonctives, circonstancielles de but. Donc les subordonnées qui expriment le but.
On y va pour l'encadrer orange. Donc un complément circonstanciel de but peut être un groupe nominal ou un pronom précédé de pour ou en vue de. Par exemple, il s'entraîne en vue de la victoire ou il s'entraîne pour cela. Ici, la victoire c'est un groupe nominal et cela c'est un pronom. Donc là, la nature c'est d'être soit un groupe nominal, soit un pronom, mais la fonction c'est d'être complément circonstanciel de but. Mais ça peut être aussi un complément circonstanciel de but, un verbe ou un groupe verbal à l'infinitif, précédé de pour ou afin de. Par exemple, il s'entraîne pour gagner. Donc ici, pour gagner, le verbe il est à l'infinitif. Et enfin, ça peut être une proposition subordonnée conjonctive, introduite par pour que, afin que, de peur que, de crainte que, attention, suivi du subjonctif. Par exemple, il s'entraîne pour que la coupe revienne à la ville. Et là, pour que la coupe revienne à la ville, c'est une proposition subordonnée, mais ça a bien comme fonction d'être complément circonstanciel. Bon, ça normalement, il faut que ce soit acquis. La différence entre nature et fonction, on vous en parle depuis le CM2, si c'est même pas plus avant. Vous avez des exercices sur Learning Apps qui sont en ligne, à disposition depuis plusieurs semaines. Ça, il faut que ce soit acquis. C'est sûr que là, si dans votre tête, vous réfléchissez à ce que c'est une fonction, ce que c'est une nature, ce que c'est l'indicatif, ce que c'est le subjonctif, ce que c'est une proposition, ce que c'est... Forcément là, c'est impossible que vous compreniez. Et c'est normal que vous ne compreniez pas. Donc si là, tout ce que je viens de vous dire avant, c'est pas acquis, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Non, évidemment, ça sert à quelque chose, mais vous allez énormément galérer et vous n'allez pas comprendre, c'est normal. Donc, pour arriver à ce niveau-là, et ça, en fait, j'ai pas le temps là, de reprendre ça avec vous maintenant. On n'a plus le temps. Donc là, il faut que ce soit à vous de vous discipliner et de faire en sorte que ce soit acquis d'ici la fin de l'année. Nature, fonction, indicatif, subjonctif, on va le voir ensemble. Donc ça, c'est le petit bonus. Mais il faut également voir bien comme il faut les propositions, la fiche qu'on a fait ensemble, la leçon de base qu'on a fait ensemble. Ça, il faut que ce soit clair. Ce que ça veut dire proposition principale, proposition subordonnée, proposition relative, proposition conjonctive. Ça, il faut que ces termes-là, ils soient clairs pour vous. Sinon, forcément, là, vous nagez en pleine mer, sans radeau de sauvetage et sans bouée. Donc, soyez bien au clair là-dessus. Donc, suite à cette leçon, vous allez pouvoir faire les exercices 1, 2, 3, 4 qui mettent vraiment en application, là, le petit encadré qu'on vient de lire. Donc, souvenez-vous bien que là, on travaille, nous, sur la nature des propositions subordonnées conjonctives et qu'on travaille ici leur fonction d'être complément circonstanciel de but. Et attention, on utilise bien le subjonctif si vous avez ça. Et donc la fiche numéro 27, même principe, sauf que cette fois-ci, on va travailler sur les propositions subordonnées circonstancielles de cause. Donc les propositions subordonnées qui expriment la cause. On y va pour l'encadrer orange. Donc, les classes grammaticales des compléments circonstanciels de cause. Vous pouvez avoir plusieurs types de mots qui expriment la cause. Tout d'abord, ça peut être un nom ou un groupe nominal. Par exemple, il souffre à cause de sa blessure. Donc, vous voyez, à cause de introduit le groupe nominal sa blessure. Donc là, au niveau de la nature, on est sur un groupe nominal. Et au niveau de la fonction, complément circonstanciel de cause. Vous pouvez aussi avoir un pronom. Il souffre à cause d'elle. Donc, de nouveau, on a à cause de, et puis derrière, vous avez elle. Là aussi, la nature, c'est un pronom, mais la fonction, c'est c'est de cause. Ça peut être également un verbe à l'infinitif. Il souffre pour avoir été blessé, ou il souffre d'avoir été blessé, par exemple. Donc ici, vous avez avoir qui est à l'infinitif, et sa fonction, c'est aussi d'être un cessé de cause. Et puis enfin, vous avez la proposition subordonnée conjonctive. Ici, par exemple, comme ses plaies sont profondes, il souffre beaucoup. Ici, comme, c'est synonyme de parce que. D'accord ? Vous pouvez très bien dire parce que ses plaies sont profondes, il souffre beaucoup. Et là, vous voyez que c'est une proposition parce que vous avez le verbe conjugué sont. Donc, au niveau de la nature, on est sur une proposition. Par contre, au niveau de la fonction, on est sur des compléments circonstanciels de cause. Donc là, les 4 cases que vous avez avec les 4 natures différentes, donc tout ce qui est en rose, ce sont des classes grammaticales, des natures grammaticales. Chacune est différente. Par contre, toutes ces expressions-là ont la même fonction dans la phrase, c'est d'être complément circonstanciel de cause. On vous précise également dans un deuxième point qu'une proposition subordonnée conjonctive exprime une cause. Alors, elle peut être une cause qui est expliquée, avec des expressions comme « parce que »,« du fait que ». Il s'arrête parce qu'il souffre.
parce qu'il souffre, ça explique pourquoi est-ce qu'il s'arrête. Ça peut aussi permettre de justifier, puisque vu que, étant donné que, comme, par exemple, comme il souffre, il s'arrête. Hein, ça justifie pourquoi est-ce qu'il s'arrête. Ça peut aussi être également une cause douteuse, hein, sous prétexte que. Sous prétexte qu'il souffre, il s'arrête. Vous voyez bien que ça explique, mais bon, que c'est pas forcément très justifié. Et puis enfin, une cause qui est niée, donc là c'est avec l'expression non que, suivi du subjonctif. Il s'arrête non qu'il souffre, mais par fatigue. Donc là c'est comme si vous disiez, il s'arrête non pas parce qu'il souffre, ou il ne s'arrête pas parce qu'il souffre, mais par fatigue. Bon, ça c'est une expression assez écrite, assez littéraire, mais ça fait jamais de mal d'en apprendre de nouvelles, sachant que vous allez de plus en plus travailler l'argumentation, l'expression écrite. Donc ça c'est le genre de petites expressions qui vont extrêmement vous servir à l'écrit. Et donc ici même chose, vous faites les 3 exercices d'application sur cette leçon-là. Bien les quatrièmes, j'espère que ce petit entraînement de gymnastique mentale vous a fait le plus grand bien, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir!